mes amis d'histoire. Merci d'être venus en si grand nombre. Je m'appelle Aline Landry, je suis la gestionnaire des arrêtés municipaux de la ville de Caraquet, qui présente d'ailleurs le rendez-vous d'histoire. Je suis aussi l'agente du patrimoine. Alors, bienvenue à cette activité présentée par la ville de Caraquet. Nous sommes choyés ce soir de recevoir notre conférencier invité en la personne de M. Bernard Thériault. Il nous présente ce soir sa 5e conférence depuis les débuts de nos rendez-vous d'histoire et nous l'en remercions sincèrement parce que c'est beaucoup de travail de recherche, puis il le fait très généreux de sa part. Depuis, il siège sur mon comité de sauvegarde du patrimoine, donc c'est un atout d'avoir M. Thériault avec nous. Donc ce soir, il nous présente Sainte-Anne-du-Bocage et l'histoire de ce magnifique sanctuaire. M. Thériault. Merci beaucoup pour cette présentation. D'entrée de jeu, je vous dirais que c'est ça, c'est une conférence historique, donc ce n'est pas nécessairement un débat d'actualité sur quoi ce qui pourrait se passer ou qui a pu se passer à Sainte-Anne. J'arrêterai ma conférence en 1960 pour être sûr de me donner un peu de distance pour voir ce qui se passe ici. Mais tout ce que j'espère, c'est que ça va permettre d'éclairer, je pense, les gens sur ce qu'est ou ce qu'a été non seulement le sanctuaire, mais également tout le quartier Sainte-Anne, tout le haut de la paroisse, si on peut s'exprimer comme ça, qui est une région très, très fascinante. Je m'en voudrais de commencer cette conférence sur le sanctuaire Sainte-Anne sans raconter une joke de Sainte-Anne. Et c'en est une que vous avez sûrement entendue, mais au cas où non, je la répète pareil, même si tout le monde la savait. Elle viendrait de la Mecque, fait partie du folklore de Sainte-Anne-du-Bocage. C'est l'histoire de ce pèlerin, M. Noël, qui est venu à la Mecque, bien sûr, en pèlerinage, qui est venu à Sainte-Anne en pèlerinage, et il a rencontré un père capucin, ça veut dire que c'est après 1950. Il a rencontré un père capucin qui lui a dit « Bonjour, est-ce que vous êtes un pèlerin? » Il a dit « Non, moi je suis un Noël de la Mecque. » Il a dit « Non, je veux savoir si vous êtes venu ici en pèlerinage. » Il dit « Non, je suis venu en bicycle. » Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'a été raconté. Commençons bien sûr toute cette conférence par exprimer un peu qui nous sommes à Caraquet. Et d'abord, nous sommes, je pense, privilégiés d'avoir une histoire magnifique, d'avoir aussi des personnes qui, depuis longtemps, se sont préoccupés de ramasser de l'histoire. Et ça, j'ai des gens des autres communautés qui nous disent, vous avez beaucoup de monde qui mettent l'épaule à la roue pour préserver, pour respecter le droit de mémoire, et ça c'est vrai. Et on a une belle histoire qui a de nombreuses façades, et c'est un peu comme aurait dit, si vous vous rappelez, la Cité sans voile à la télévision quand on était jeune, il disait, ça se passe à New York, puis il y a 6 millions d'histoires dans la Cité sans voile et nous venons de vous en raconter une. Mais ce soir, on va vous en raconter une petite histoire qui parle de nous. On ne peut pas commencer sans préciser que c'est un territoire autochtone, c'est un territoire Micmac depuis des milliers d'années, depuis en fait 3500 ans qu'on a identifié une présence autochtone dans la région ici. Et on a une particularité, et ça j'ai discuté cette semaine avec Fidèle Thériault et c'est lui qui me faisait valoir cette réalité. On a un village qui se développe par ses extrémités. Contrairement, très souvent, avec une communauté qui se développe dans le centre puis qui s'épanouit tout autour, ici, on a vraiment une particularité où notre village, un village qui se développe par ses extrémités. D'abord par le bas, le clan Giraud, c'est moi qui les appelle de même, au ruisseau Isabelle. C'est Gabriel Giraud qui
À l'arrivée des Acadiens en 1757 et après, et là depuis 30 à 40 ans, il est marié avec des métis, avec des autochtones. Son fils Jean-Baptiste a marié une autochtone de Pocmouche. Et lui occupe, si vous voulez, cette partie est du territoire. Et on a dans le haut le clan acadien, à l'ouest de la petite rivière, du ruisseau McIntosh ou de la petite rivière. Là, ce sont là où les Acadiens arrivent en 1957 pour la première fois. Contrairement à la tendance, le centre ne se développera que plus tard. Donc, c'est là où c'est un phénomène très particulier où nos deux communautés, finalement, vont se développer et c'est le centre qui agit un petit peu comme de surplus, comme la réserve. Quand il n'y a plus de place, on s'en va dans le centre. Et là, on a des Français de France qui sont des pêcheurs pour la plupart, qui pour la plupart se joignent peut-être au groupe vers le bas, des Canadiens dans le centre du village qui viennent s'installer là parce que c'est là qu'est l'overflow, si on peut utiliser, au centre du village. Et j'utilise le terme « le grand désert » parce que c'est un terme, et vous allez voir tout à l'heure que ça devient important, que l'un de nos missionnaires, le père Joseph Mathurin-Bourg, utilisera en 1781. Caraquette va devenir un centre missionnaire important pour la Nouvelle-Acadie. On n'ira pas dans les détails de la déportation, toutes les pérégrinations des colons, Miramichi, Restigouche, Petite-Rochelle, du côté québécois, Miscou. Il y a toute cette pérégrination. On sait tout simplement qu'à Caraquette, très rapidement, les missionnaires et l'évêque de Québec qui appointe des missionnaires, va faire de Caraquette une de ses bases, une de ses paroisses mères. On a un premier registre qui donne des indications à partir de 1768 à 1763, même s'il ne contient aucun nom de la région aussi ou de Caraquette, il est dans nos registres paroissiaux, ce qui signifie que le missionnaire allait partout ailleurs dans un grand territoire. En 1773, on sait que l'abbé Joseph Mathurin-Bourg est missionnaire sur tout le territoire et fait de Caraquette sa base au sud de la baie. Donc, pour cette Acadie nouvelle qui se reconstruit, c'est là que ça va. 1786, l'abbé Antoine Giroir est premier curé résident à Caraquette. Il est missionnaire, mais il fait de Caraquette sa résidence ici en 1786. 1781, première allusion à une église. Il y a des indications qui nous disent qu'il y a peut-être une chapelle ou qu'on a converti un bâtiment, mais en 81, l'abbé Bourg écrit « Si les habitants de Caraquette se décident à bâtir une église au grand désert, je veux que cette bâtisse soit de 40 pieds de long et de 25 pieds de large. » Et la première église, elle ne sera pas bâtie au grand désert, elle sera bâtie à Sainte-Anne. Et c'est là où j'entends par le grand désert, ce grand vide qu'il y a entre les deux villages. Et c'est comme ça que le missionnaire l'appelle. Donc, il y a une communauté dans le bas, il y a un grand désert, et après ça, il y a les gens d'en haut qui s'organisent de l'autre côté. La première église sera bénie là-bas. On commence à parler de la construire en 1791, et en 1994, sur le site actuel de l'église du site de Sainte-Anne-du-Bocage. Alexis Landry et ses gens, Joseph Landry et Joseph Dugas, donnent du terrain pour la construction de l'église. Première ronde en 1791, où c'est Alexis Landry lui-même qui donne du terrain, et par la suite, ces 2 ans en ajoutent pour avoir 6 arpents de long sur 8 de large. Et c'est là où je dis qu'un bâtiment a peut-être pu faire office de chapelle avant cela, mais ce n'est pas nécessairement évident. Mais en 1994, on sait pertinemment, il y a une église, elle est sur le terrain là-bas. Ce qu'il faut comprendre également, que ce qu'on a à Sainte-Anne ou dans le Haut, ne diront que ça n'a pas changé. Je voulais essayer de définir qu'est-ce qu'un Sainte-Anne, mais sur le plan génétique ou le plan ADN, c'est assez simple.
c'est la gang à Alexis Landry. Et ici, je m'entends, il y a Alexis Landry qui s'installe là-bas. Et Alexis a 6 garçons, quelques filles. Il a également les fils de sa femme, les Cormier. Ils sont 2 ou 3 également qui viennent s'installer là-bas. Et il a également son gendre, Joseph Dugas, et un 4e gendre qui est Pierre Thibodeau. Ça, c'est un nom qu'on connaît moins parce qu'ils sont partis d'ici. Mais voilà un peu ce qui a formé. Donc, j'aurais le goût de dire, si vous avez du Thibodeau, du Cormier, du Dugas ou du Landry, vous pouvez prétendre à être un Saint-Anne-du-Bocage ou aspirer à le devenir à un moment donné. Sinon, aventurez-vous pas par là. Parti 2 villages donc dans le haut. Dans le bas, c'est un peu la même chose. Ce qui se produit, c'est le clan de M. Géraud, et qui, lui aussi, a sa parenté, ses enfants, ses filles, Veuve Boulet, Angélique Giroux, également. Il y a des gens de la Gaspésie, des Français, les Gionnais, par exemple, ont marié les petites filles de Jean-Baptiste Giroux. Donc, il y a un rassemblement qui se fait dans ce coin-là, et un rassemblement qui est loin de plaire au curé. On dirait d'entrée de jeu, il y a un parti pris. Je ne sais pas si les Saint-Anne diront que c'est la même chose aujourd'hui. Ah oui, j'avais dit que je ne commenterais pas là. Je ne commenterais pas ça. Mais on sait qu'à cette époque-là, il y a un parti pris pour les Acadiens du Haut, par les curés. Le mauvais canton est celui d'en bas, vu qu'il communique plus avec le Nord. Ça a l'air, l'évêque du Québec, l'évêque Plessis en 1815, la saine partie de Caraquette serait purgée de tous ses habitants dans le bas qui ne servent qu'à donner du scandale aux autres. Je vous donne juste quelques exemples, et on en a d'autres de ça. Ça, c'est l'évêque qui est venu, et l'évêque dit, j'ai l'extrait ici, mais je n'ai pas osé la mettre là pour rendre certains de mes amis Saint-Anne prétentieux, là. Quand il fait allusion au pur de Saint-Anne-du-Bocage, ça, je ne vais pas vous dire, j'ai pensé, vu qu'on commence le carême demain, on va garder un peu d'humilité dans le concept. Donc, c'est ça, et il y a une raison bien simple pourquoi les curés ont un biais. Bien sûr, c'est, regardez, en haut, ce sont des réfugiés de la déportation, des gens qui ne cherchent qu'à se stabiliser puis sur une terre, qui ne sont pas nécessairement des pêcheurs, qui ont toutes sortes de métiers, mais qui veulent faire la ferme. Et c'est ça que le clergé considère une bonne personne. Une personne qui est sur la terre, qui est attachée à sa famille, qui est chez eux tous les jours. Alors que dans le bas, à cause de la pêche, bien sûr, et surtout à cause de cette culture. Rappelez-vous que tous les gens en bas sont sinon des Français ou des Canadiens ou des Québécois qui ont choisi le changement, de partir de chez eux, de recommencer une vie. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais ils sont là, probablement plus libres intellectuellement de ses pensées, moins attachés à l'Église et bien sûr moins impressionnants pour les prêtres. Voilà. Là, ce qui se passe dans nos 2 communautés, le milieu, on l'a dit, s'est rempli. Il s'est rempli de quelques façons. Il y a des colons canadiens-français. Je donne quelques noms, les Gauvin, les Paulins ou les Poulains, les Lacroix, des gens qui viennent peut-être ici faire la pêche d'une façon saisonnière, rencontrent du monde, décident de s'installer ici. Il y a des pêcheurs également qui viennent de la Gaspésie, des pêcheurs français qui laissent sur la côte et qui ont, dans certains cas, marié des Autochtones du côté gaspésien, dans d'autres cas qui viennent ici, qui marient et qui s'installent là. Et il y a également un débordement. L'exemple que Fidèle, justement, me donnait cette semaine, les Cormier. Les Cormier de Sainte-Anne, ils sont 2 ou 3 frères, mais quand on a eu la Grand-Grande en 1784, il n'y a plus de place pour tout remplir, si vous voulez, ou protéger, si vous, les intérêts du clan Alexis Landry.
Fait qu'il y a un des autres, je pense qu'il y a Alexis Cormier, qui lui va s'installer au centre du village. C'est l'ancêtre des Cormier qui reste là dans le coin de Dona Cormier, dans ce coin-là, parce qu'il n'y avait plus de place là. Il y a d'autres Acadiens, les Blanchards sont dans ce coin-ci, tout le monde peut pas être chanceux puis rester à Sainte-Anne, hein? Et donc, c'est comme ça que le restant de la place va se faire. Et au fur et à mesure des années, la communauté devient de plus en plus une communauté de pêche. Les compagnies jersiaises s'y installent, les Robins ont des agents pendant tout leur temps. Tranquille Blanchard, l'un des Acadiens, est déjà un agent pour eux autres très tôt. Ils s'installent dans les années 30 avec un bâtiment, achètent le terrain des Brideaux où ils sont, là où est présentement le IGA, où était l'ancien site des Robins. Donc, il semble y avoir une croissance et un dynamisme beaucoup plus fort sur le plan de la pêche qui se fait dans le bas de la paroisse et une augmentation démographique plus grande. Selon les informations que j'ai recueillies, il y a une augmentation de la population de 1784, qui est la Grande, et 1808, qui aurait fait doubler les habitants de la paroisse, mais surtout vers le bas. D'autant plus qu'en haut, il n'y a plus de place déjà. C'est déjà rempli. Donc, on commence déjà à la deuxième, mais même à la première génération, on voyait des gens à Grand-Anse, à Pocmouche, et bien sûr, la deuxième grande de 1787 à Bertrand de l'autre côté. Ça, c'est tout le clan à Alexis Landry. Et il n'y a plus de place. Donc, il y a une croissance en bas qui se fait là. Et on est rendu vers 1810 où il faut construire une nouvelle église. C'est là que le trouble commence. Le curé Giroir, puis le curé Giroir qui, en 1811, fait don à la paroisse d'un terrain dans la Pointe-Rocheuse. Il a acheté un terrain dans la Pointe-Rocheuse, et entendu, la Pointe-Rocheuse, là, c'est pas juste chez Toutoune, là. C'est même l'église et tout ce coin-là. Il y a une pointe, si vous regardez la carte, et puis c'est tout cet espace-là qui se définit comme tel. Et il a acheté un terrain quand il était curé ici, on fait don à la paroisse, un peu comme un pressentiment que peut-être qu'il voudra construire une église là. Le clan Gionnet, je dis le clan Gionnet, c'est parce qu'on le décrit comme ça dans une des correspondances de l'hiver. On parle de la clique des Gionnets. Je les connais, j'en ai marié une. Et puis, le clan de Gionnet, Jean, fils de François, fait pression sur l'évêque pour construire la nouvelle église plus bas. Donc, il dit non, Sainte-Anne, c'est trop haut. On ne peut pas se rendre là. On ne peut pas... et on voudrait avoir de quoi, comme l'avait dit le père Bourg, Mathurin Bourg, dans le grand désert, à quelque part au centre de tout ça. C'est beau. Le curé Parent, mais là, il y a une vingtaine de curés missionnaires qui vont passer dans travers tout ça, et c'est ça le problème. Il y en a un qui va favoriser une gang, puis il y en a un autre qui va favoriser l'autre. Il n'y a pas trop de consistance là, dans les règlements ou les politiques qui semblent avoir là-bas. Le curé Parent et l'évêque semblent décider entre 1815 et 1816. On sait qu'on veut construire une église neuve, et on veut la bâtir dans le haut. On s'en veut des gardes, faisant pas de trouble, brisant pas l'accord, la tranquillité qu'on a ici, laissons-la là où elle est, dans le haut de la paroisse, là où est le sanctuaire actuellement. Petit problème qui peut-être va changer l'histoire. Et là, ça c'est ma théorie. Jean-Joseph Landry, le fils d'Alexis Landry, se met en désaccord avec les Marguilliers sur le terrain cédé par son père Alexis au sanctuaire. Et il bougonne là-dessus. C'est pas ça qu'on vous a donné, c'est moins que ça. Ce qui a l'air, bien sûr, sinon de déplaire, au moins d'inquiéter le clergé, le curé, qui dit, ben là, si on s'en va là-dedans, puis qu'on commence une chicane, etc. Et on décide ceci en 1816, malgré ça, mais je dirais que ça crée une craque dans l'armure, si on veut, puis le dossier de Sainte-Anne, qui est assez solide, peut-être en manger un coup, on va voir plus tard. On décide donc que la nouvelle église sera en pierre. Joseph Vionnet, qui est un autre du clan d'en bas,
se fait dire par l'évêque d'arrêter de se battre pour changer l'église de place. Les autres, ils ne lâchent pas. On veut l'église plus bas, puis c'est ça. Gionnet n'abandonne pas, il dit à l'église, il n'y a plus de terre vacante dans le haut, alors qu'il y en a dans le bas. Parce que c'est vrai qu'il y a encore des terres qui n'ont pas été données après la Grande dans le bas du village, et que ça peut inciter à des gens à venir s'installer là-dedans. Une église plus au centre, et là, je pense qu'il séduit l'évêque par ça, améliorerait la pratique religieuse des gens d'en bas. Et après ça, ils n'ont jamais arrêté d'aller à la messe par en bas, je vous jure. Et donc, dans tout ça, le curé demande le recensement du 1816. L'évêque plutôt demande au curé un recensement ainsi que des données sur les distances entre les paroissiens et le nouveau site d'une église. Et prépare un document très précis, très clair, en nommant tous les chefs de famille, à partir du plus loin jusqu'au plus proche, et il leur dit à combien de distance qu'ils sont de la nouvelle église et de l'ancienne église. Et essentiellement, vous pouvez avoir accès à ça en appendice du livre du Fidel Thériault, les familles de Caraquette, où tous les noms sont donnés. Et il a mesuré, le curé a fait son travail, il est allé dans chacune des maisons, puis il a dit c'est tant de kilomètres, c'est tant de choses. Essentiellement, pour résumer, si on regarde l'église à Sainte-Anne, c'est du 2 pour 1. Il y a 2 fois plus de monde dans le bas que dans le haut, et il y a des distances incroyables à partir de Bas-Caraquette jusqu'à Sainte-Anne, qui est aussi. La distance est presque double en bas par rapport en haut. Le seul avantage qu'il pourrait avoir dans tout ce portrait-là, c'est Grand-Anse, parce qu'on commence à peupler Grand-Anse. Les fils d'Alexis Landry sont allés s'installer là, les fils de Joseph Thériault sont allés s'installer à Grand-Anse, et ils commencent à avoir des familles là-bas, et ça fait loin, et ça joue dans, si vous voulez, ça joue dans l'évêque, sur ces informations-là, change d'idée. Décide que l'église sera construite à Pointe-Rocheuse. Fini, point final, il met le point sur la table. Panique dans le haut. C'est là, bien sûr, ça va mal. Michel Landry, toujours un des fils d'Alexis, part une campagne sans succès. L'abbé Cook, qui est le nouveau évêque, le nouveau curé qui sera ici qui va présider, si vous voulez, à la construction de cette église-là en 1820, nouveau curé, aura le mandat de construire une nouvelle église et achète, exactement ici, on est sur ce terrain-là, de Sylvain Boudreau et de Raphaël Blanchard, 60 acres de terre sur le site actuel de l'église, à l'est de François Haché. François Haché, pour vous donner une idée, c'est la maison Haché, la maison des jeunes ici, là. Ça, c'est le clan Haché. François Haché, c'est le fils de René, si ma mémoire est bonne. C'est un grand constructeur de bateaux. Il a construit déjà au début du 19e siècle d'immenses bateaux pour des commerçants de Québec. On parle d'un bateau de 220 tonnes qui sera un bateau de 82 ou 83 pieds qui est particulièrement impressionnant à l'époque. Donc, c'est quelqu'un d'ailleurs aussi qui sait écrire. Et c'est vraiment captivant de lire son écriture parce qu'il écrit au son. Pour moi, il a appris la méthode Sablier. Tu sais, il faut aller 2 fois, mais c'est vraiment savoureux de lire son signal. Et lui, il va être, je dirais, François Haché, on en parlera tout à l'heure, un acteur important dans ce débat-là. La paroisse est divisée comme jamais. Le haut, puis le bas, puis ça va mal, puis écoutez, tout est. Le job est pris. Et on ne peut pas faire de mauvais jeu de mots. Mais la nouvelle église est bâtie et elle est bénie le 19 juin 1820. Exactement ici. Les gens de Haut-Caraquette doivent faire leur deuil. Voilà ce qu'il en est. Que faire avec l'ancienne église? C'est un peu ça le débat, la question qui se pose. Je n'ai pas encore réglé aujourd'hui, mais je ne sais pas si on va voir la règle ce soir. OK? Voici Gérard Thibodeau contre François Haché. Je vous ai parlé de François Haché. Gérard Thibodeau, c'est le père, le fils de Pierre Thibodeau. Et Pierre Thibodeau, il a lui aussi une terre, c'est ça, dans le clan d'Alexis Landry, des Dugas, des Cormier. C'est la terre alentour de la petite rivière, là où est la maison, loin, probablement Serge. J'ai vu Serge Dugas tout à l'heure aussi, là. Ouais, c'est ça, là.
Oui, dans la maison des Gagnés, là, puis où Serge Dugas est installé tout ce coin-là. Thibodeau est le petit-fils d'Alexis Landry, parce que Pierre est marié avec la fille Alexis, et continue, bien sûr, à demander pour une église dans le haut. Lui, il n'a pas abandonné. Il dit, regarde, ça ne peut pas laisser de même, ça n'a pas de bon sens. Haché, dont je vous parlais tout à l'heure, voisin de l'église neuve, s'oppose à de nouvelles constructions et s'inquiète quand le curé Madran, qui arrive pas en 1936, là, mais je peux vous dire d'avance qu'en 1936, le problème n'est pas encore réglé, là, mais en 1836, et qui est favorable à une construction dans le haut. Donc, ça personnifie un peu le débat qu'il y a à l'époque. Deux personnes qui savent écrire, qui communiquent avec des curés qui leur sont sympathiques. Et c'est ça. Et là, quand le curé qui fait pas son affaire ou n'est pas d'accord avec les autres, ils écrivent avec des curés qui sont là. Le père de Jordan, qui fait 25 ans, qui est parti de Caraquette, est mêlé dans la chicane. En fait, tout y va. Et Madran lâche le morceau et permet la construction d'une église à Haut-Caraquette en 1837. Donc, et ce qui reste à Haut-Caraquette, rappelez-vous, il y a deux choses. C'est parce que, et j'ai oublié de vous dire aussi qu'en 1820, l'évêque se pose la question quoi faire avec le terrain là-bas. Il sait que ça ne mourra pas là-bas. Lui, il suggère de le mettre de vente. Le curé suggère à l'évêque de mettre ça en vente à l'Encan. Mais là, l'évêque est inquiet parce qu'il y a un cimetière là. Il dit par respect pour les âmes qui sont là, les corps qui sont là. Et je ne voudrais pas qu'il arrive au cimetière d'en haut ce qui arrivait à celui d'en bas, parce qu'il y avait un cimetière au ruisseau Isabelle qui avait été un petit peu abandonné, etc. Il décide de non. Il dit on va garder ça. On va garder ça là, et personne n'ose défaire la vieille église, qui est toujours là. Après, pour quelques années, on n'a pas pu déterminer exactement quelle année, mais on a des descriptions qui nous parlent d'une vieille église qui est après se détruire. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on commence une nouvelle église dans le haut de Saint-Anne, Saint-Anne, au sanctuaire, près de la vieille qui était là. On commence une nouvelle église de 75 pieds par 70 pieds, dès 1837. Ils ont la permission, on ne perd pas de temps. Puis on commence en pierre. On y faut ici, ils ne pourront pas nous dire une église en bois pour les maganer. On va la construire en pierre. Le curé qui va suivre, parce qu'il y a des curés qui changent presque tous les années, arrêtera la construction et il y a une négociation. Ça, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, mais semble-t-il qu'un peu pour arrêter la construction de cette église-là, pour qui plusieurs, ça n'a pas de sens, à 2000 de l'autre, il n'y a plus de place, si vous voulez. Ce n'est pas la place logique pour agrandir la paroisse, si vous le voulez. Et là, pour régler aussi le problème, j'ai oublié de vous dire, on a créé une mission à Grand-Anse. Déjà, donc, dans ces années-là, il y a déjà depuis une dizaine d'années, je pense que c'est 1828 ou 1824, une mission à Grand-Anse, parce que c'était trop loin pour pouvoir venir ici. Donc, on leur permet de construire une chapelle aux alentours de 1840. Et ça, c'est la chapelle qui est là présentement, la petite chapelle du bocage, comme on l'a appelé aussi souvent. Drolet-Paquette, c'est deux, Drolet et Paquette, et d'ailleurs la Société historique vient de sortir un article sur Paquette, c'est un dur à cuire, chicanard, moi je ne l'aime pas, moi je ne porte pas de jugement sur les prêtres, surtout pas à soir. Et Drolet, lui, il est un partisan des Saint-Anne, des Hauts-Caraquettes. Et leur a promis, quand il était ici dans les années 40, qu'il allait dire des messes là, bon, et il les encourage à continuer, puis tout ça. Il défend la position, pendant 1838 à 48, défend la position des gens d'en haut dans une lettre à Gérard Thibodeau. Il est transféré au coude, dans le sud de la province, en 1838, et c'est Monseigneur Paquette qui va venir ici. Et Drolet haït Paquette, puis il écrit à Gérard Thibodeau en disant « Garde, croyez-les pas une miette, puis il n'arrivera pas à faire de quoi qu'il y a du bon sens, etc. »
Et il dit à Gérard Thibodeau dans une lettre, prenez courage pour votre chapelle, soyez fermes et unis et vous réussirez. Pas de quoi pas. Alors, Vinci Kant, ça, hein? OK. Début des années 50, l'église construite en 1820 est encore trop petite parce que la communauté a grandi. Et la fondation de l'église commencée en 1837 à Haut-Caraquet est toujours là. Il y a encore du monde qui espère qu'ils vont pouvoir un jour s'enligner là-dessus. Le rêve des gens d'en haut n'est pas mort. On est en 1850-51. David Landry, Jean Landry, Lazare Landry, au nom des habitants du Haut, demandent encore une nouvelle église, au début des années 1850-51. Là, rappelez-vous, jusqu'en 1828, on est sous le diocèse de Québec, ou 24. On est sous le diocèse de Québec, et là, après ça, il y a le diocèse de l'île du Prince-Édouard de Charlottetown, et là, on a un diocèse au Nouveau-Brunswick. L'évêque Conley refuse. Et là, pour la première fois, il écrit ça sur papier. Il en fait une espèce de règle écrite que vous pouvez lire également, qui refuse en disant que ça n'a pas de sens de construire deux églises à 2000 l'un de l'autre. Un grand document qu'il écrit en anglais, qu'il envoie au vicaire, au curé Paquette, et qui lui demande de traduire ça pour ses citoyens. Ça n'a pas de bon sens d'avoir une église à ces deux églises, une à 2000 de l'autre. Ça n'aidera pas la paroisse, ça n'aidera pas la foi, ça n'aidera pas rien du tout. Et leur dit bien, écoutez, on ne vous blâme pas, vous vous battez pour la foi, vous voulez la propagation de la foi dans votre coin, et il y a deux évêques, on reconnaît qu'il y a deux évêques qui vous ont donné la permission mais c'est pas parce qu'ils ont dit oui que ça avait du bon sens, et on arrête ça là. Donc, le rêve est fini là, en 1853, pour demain. On commence à construire l'église actuelle à partir de 1858, donc l'église est trop petite. On l'agrandit, on bâtit l'église qu'on voit présentement. 54 à 1878, une certaine paix revient à Caraquet, si on fait exclusion de l'affaire Louis-Mailloux, qui va faire un petit peu de tapage là, à la fin de cette période-là. La petite chapelle est toujours là, où elle est présentement, et on pense que c'est la célèbre tempête du 22 juillet 1857 qui fera qu'elle sera dédiée à Sainte-Anne. Parce qu'avant ça, c'est une chapelle, elle n'est pas nécessairement dédiée à qui que ce soit, mais en 1857, il y a une tempête le 22 juillet, et il y a une légende qui veut que les survivants, ceux qui se sont sauvés de cette tempête-là, auraient marché jusqu'à la chapelle, et de là, la fameuse tradition du dimanche des pêcheurs à la chapelle Sainte-Anne, et c'est là où on aurait dédié la chapelle à Sainte-Anne. C'est pas officiel, c'est pas écrit, mais ça regarde comme ça. Toutefois, on sait que les journaux en 1880 nous rapportent que le premier véritable pèlerinage est organisé par le curé d'Amour en 1880, et en 1878, il y a une Madame Marie Thériault qui cède 2 terrains qu'elle a à des terrains de prêt, probablement à du Goffis, qui sont appartenus, et que les revenus de ce terrain-là serviront à embellir la chapelle Lydie à Sainte-Anne. Donc, à partir de 1857, on commence à croire que la chapelle est dédiée à Sainte-Anne, même si ce n'est pas définitivement clair. Qui est, puis là je voulais marquer ça, mais j'ai oublié, qui est Sainte-Anne? Bien sûr, Sainte-Anne est la mère de Marie. Et dans je ne sais pas comment dire ça, là, je vais essayer de parler comme un prêtre, puis je n'ai pas les mots. Dans l'Église, il y a des gens qui considèrent Sainte-Anne comme une, pas vraiment comme une sous-sainte, si je pourrais utiliser cette expression. Comprenez ce que je veux dire? Ben, voilà. Et, OK, un petit peu. Comme une sainte de 2e niveau, qui est
qui est thaumaturge. Elle est reconnue pour accorder des faveurs et faire des guérisons, pour faire des miracles et puis faire des guérisons. Elle est la patronne des Bretons et des pêcheurs également, et elle est devenue très rapidement la patronne des Indiens, des Autochtones, des Micmacs, surtout dès l'arrivée des Blancs et le début de l'évangélisation, parce qu'on trouve que c'est une sainte, c'est une grand-mère, qui, c'est un rôle important dans la culture autochtone. C'est une guérisseuse, ce que certains prêtres n'aiment pas, parce que ça fait un peu paganiste, ça fait un peu païen, puis c'est peut-être pour ça que les Indiens l'ont aimé. Fait il y a un petit doute là, qui circule sur sa situation, mais toujours est-il que malgré tout ça, Sainte Anne est une sainte qui est particulièrement, et à ce temps-là, puis encore aujourd'hui, si tu veux une faveur, tu vas la voir, c'est une intermédiaire, c'est la grand-mère du Christ. Et puis j'ai juste réalisé, pour vous montrer mon niveau de connaissance, qu'on avait nommé la paroisse de Bertrand Saint-Joachim, parce que Saint-Joachim, c'était le mari de Sainte Anne. Puis là, vous pouvez rire, mais notre vous autres à qui j'ai appris ça tout de suite. Là, je suis certain de ça. Le mystère du Saint-Bocage. Est-ce que vous autres qui avez entendu parler de cette histoire-là? Ça, c'est intéressant. Moi, j'avais un peu mis ça de côté, même dans ma préparation. Et puis, en parlant avec Fidèle cette semaine, Fidèle dit c'est pas si niaiseux que ça, cette histoire-là. Et je vous raconte qu'est-ce que c'est. Le Canadian Illustrated News, qui étaient les journaux là, de l'époque hebdomadaire, publie dans son édition du 20 et du 27 juillet 1872 un feuilleton écrit par un monsieur Dion, dans lequel il raconte un récit qui se passe à Sainte-Anne-du-Bocage. Et ça se passe sur le Sapel. Son héros s'appelle Antoine Landry. À moins que c'est Antoine qui aura raconté ça, puis essayé de vendre ça pour du vrai. Et c'est publié dans ce journal-là, mais, et c'est un peu ce que Fidèle dit, il y a tellement d'informations là-dedans qui sont claires et précises que c'est impossible que c'est pas quelqu'un de la place ou quelqu'un qui a vécu dans la région. Fait que l'histoire, c'est semi-réalité. C'est quelqu'un qui serait venu un peu en villégiature ou en convalescence à Sainte-Anne-du-Bocage, a resté dans une famille Landry près de la chapelle, et il y a un monsieur qui s'appelle Antoine Landry, un peu original, bon jaseur, bon causeur. Je fais pas de lien là. Mais qui dit, il y a un trésor sur le sanctuaire. Et il y a quelqu'un qui est venu ici, un bateau anglais qui est déjà venu. Il y a quelqu'un qui avait déjà nous a donné un plan et il dit, tu vas m'aider, on va essayer de trouver ce trésor-là. Et pendant la soirée où ils vont dans la nuit sur le sanctuaire, c'est tout raconté là-dedans, c'est captivant. Ils entendent, il y a un bateau anglais, un bateau américain qui vient pêcher du maquereau dans la baie, ce qui était le cas, qui vient chercher de l'eau à la source. Donc, la description est tellement précise que tu te dis, il y a une dose de vérité dans tout ça. Finalement, là, il y a un chien qui se mêle là-dedans. C'est une histoire comme intéressante aussi. Le chien fait peur à tout le monde. Puis là, ils s'en vont chez eux. Et le Antoine Landry, en question, part pour aller, je pense, au Klondike ou à quelque part dans une ruée vers l'or qui sort à ce moment-là. Et revient à Caraquette, riche et en bel habit. Et tout le monde pense parce qu'il a trouvé un trésor dans le sanctuaire. Mais c'est intéressant et ça raconte. Et il y a toujours une ligne directrice dans tout ce qu'on parle, quand on décrit le sanctuaire, quand on décrit tout ça. C'est toujours la beauté du lieu. Ça, depuis 1820, les prêtres qui viennent ici, l'historien McGregor, ils sont toujours impressionnés par le point de vue, le paysage autour de la chapelle. 1886, on sait déjà, parce qu'en 1880, on nous dit que le curé d'Amour, à l'époque, a organisé
un vrai pèlerinage. Là, c'est définitivement dédié à la Sainte-Anne à partir de ce moment-là. Il y a du monde. En 1880, les journaux rapportent que c'est un grand succès, il fait beau, etc. La tradition des pèlerinages dédiés à Sainte-Anne est maintenant bien en place. En 80, c'est le curé d'Amour qui organisait ça, mais il a demandé à un curé bien apprécié, le curé Paquette, le curé Monseigneur Allard plutôt, qui était ici, puis qui était parti, est devenu curé à Paquetteville, mais qui vient faire le prône et puis qui s'occupe de la messe, et c'est un très, très grand succès. Même année, en 1886, le cahier paroissial explique tout le déroulement des cérémonies religieuses, du pique-nique, du repas, des jeux. C'est déjà la fête telle qu'on la connaît. Les trains sont réservés pour descendre ici et on a du fun en haut de la butte, il n'y a pas de problème, tout est beau. J'ajouterais aussi que le site prend de l'ampleur avec l'arrivée des pères udistes, qui eux aussi sont au collège ici à partir de 1899 et apprécient particulièrement, si on en juge, par la série de photos qu'ils nous ont laissées, apprécient la chapelle. On nous dit que c'est eux qui vont redéfinir le parc, replanter, boiser le parc, aménager ça de façon à ce que ce soit plus beau, etc. Et les finances de chapelle sont assez bonnes pour prêter 1000 pièces au diocèse de Chatham au taux de 4% en 1904. J'ai calculé ça après-midi là, sur les Inflation Calculator, là. C'est 26 000 pièces en argent d'aujourd'hui. C'est quand même impressionnant. L'arrivée des parudistes, comme je dis, va redonner une nouvelle vie au sanctuaire. Et en 1904, il y a un N apostrophe, une négation de trop là-dedans, on ose encore une fois parler de nouvelles constructions. On dit, c'est trop petit, puis il faut qu'on fasse de quoi, mais il y a quelqu'un quelque part qui dit, non, arrêtez là, c'est fini ces folies-là, on commence pas ça de nouveau. Cependant, le tout n'a pas de suite, et on se contente de rénover la chapelle. On refait l'extérieur, on change les fenêtres, on dit que Nazaire Dugas fournit des nouvelles fenêtres. C'est là qu'on a amené les fenêtres qui étaient carrées, on les a mis gothiques, on a embelli ça un petit peu, et on s'occupe bien de l'endroit. L'idée de construire refait surface en 21. Non, ils ne sont pas dentables, on ne pourra jamais les arrêter. L'idée de construire refait surface. On parle d'extraire de la pierre sur le terrain des Sœurs à la Pointe-Rocheuse. Il y a déjà eu des carrières dans la Pointe-Rocheuse pour l'église, etc. Et là, il y a quelqu'un qui demande à l'évêque ou au curé, regarde, on peut-tu bien prendre, ça, on sait que c'est un terrain qui appartient aux religieuses, mais ils ne perdront pas d'argent avec ça, etc. Et Thomas Dugas, qui a écrit son journal quotidien là, pendant ces époques-là, informe qu'une réunion se tient à la chapelle le 28 août 1921 pour marquer l'emplacement de la nouvelle construction en pierre que l'on veut construire au bocage. Donc, il y a encore... Il reste encore de la mine dans le crayon, puis on continue, on s'essaye encore. Toujours selon Thomas Dugas, Bruno et Jean-Baptiste Dugas amènent le 9 janvier 1922 une charge de pierre au bocage. Donc, on est déjà décidé, on ne perd pas de temps que quelqu'un a décidé, on va chercher un voyage de pierre, mais encore une fois, on abandonne le projet, et là, on va se contenter d'agrandir la chapelle sous sa forme actuelle. Ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a bâti le derrière, la partie extérieure, donc on a collé ça sur le bâtiment qui était en place, et c'est depuis ce temps-là qu'on a fait ça. Mais calme relatif, je dirais, entre 20 et 50, et peut-être une baisse de popularité de l'endroit, alors que le haut de la paroisse, elle connaît une croissance économique impressionnante avec l'ouverture de plusieurs commerces. On dirait on peut dire que c'est parce que les jours de gloire du haut de la paroisse de Haut-Caraquette, où on voit beaucoup de magasins. Il n'avait qu'à nommer les magasins. Et rappelez-vous là, qu'au début, il n'y a pas de Bertrand, là, c'est tout ensemble. Sylvestre Cormier, les Godin, là, Charles-Édouard, pas Charles-Édouard, Jean-Louis Godin,
Théophile Dugas, Joseph Dugas dans le magasin Huchard-Pinette, les Dugas, les deux frères Dugas qui ont ouvert le Gros Moulin, qui était l'un des moulins les plus importants au Nouveau-Brunswick en termes de menuiserie, et un moulin à farine avec ça qui a brûlé, là, mais qui était bâti par Henri-Nazaire Dugas. Donc, ça boum dans le haut de la paroisse. Et en 1920, les pères ludistes sont partis, et là, on demande aux pères rédemptoristes, les pères rédemptoristes de Sainte-Anne-de-Beaupré, de venir s'occuper de la chapelle, de venir s'occuper de la neuvaine. De venir s'occuper de la neuvaine. Et ils vont faire ça, je dirais, avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt. On peut lire dans les journaux, dans les mémoires de deux prêtres, de deux de ces prêtres-là qui sont venus ici, qui racontent les efforts qu'ils ont mis. Ils connaissent ça, les retraites, ils connaissent ça, les cantines, ils connaissent ça, les processions, ils bâtissent les bonnes cabanes aux bons endroits, et c'est là que tout va bien, jusqu'en 1950. Et là, voilà l'arrivée des Capucins pour un chapitre que j'intitulerai « Les travers du curé Albert ». Puis, j'ai promis que je ne ferais pas allusion à l'actuel, mais laissez-moi vous lire un paragraphe. Dans les mémoires du père Albert, à la page 40 dans le cahier de la Société, le père Albert a écrit lui-même ses mémoires. Il arrive à Caraquette en 1950, raconte son installation, OK. Tasse Martin, puis là, CJC, là, les 2 premiers jours qui arrivent ici. Puis là, décide, et je vous lis, un autre problème qui réclamait une solution urgente était celui de Sainte-Anne-du-Bocage. Il s'était formé un comité parmi les paroissiens de cette région qui s'était arrogé le droit d'administrer les finances de ce lieu de pèlerinage diocésain. Les membres de ce comité, de même qu'un certain nombre d'autres, en étaient venus à croire que ce lieu leur appartenait en propre et que c'était à eux de l'administrer. Tellement que je me suis cru obligé de leur dire qu'ils n'étaient pas plus maîtres de ce lieu que le premier voisin de l'église de Caraquette n'était maître de cette église. Voilà, ça aurait pu être dit l'année passée, mais ça a été... Mais ça a été dit en 1950. Et je dirais, je ferai 2 commentaires sans aller plus loin là-dedans, peut-être pour corriger le tir historique. C'est que en 1950, aussi bien qu'aujourd'hui, et ça, c'est l'historien qui parle, le clergé ou l'évêché ou l'administration religieuse, puis je ne me mêlerai pas, comme je vous dis, dans l'histoire de l'enseignement de la religion, puis qui doit faire quoi là-dedans, ne semble pas tenir compte de 2 facteurs. Le premier, qu'avant d'être un lieu de pèlerinage, le sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage est un site important pour les réfugiés acadiens. Donc, c'est un lieu de patrimoine. Et ça, le clergé ne semble pas réaliser ça. Et deuxièmement, et moi j'ai quasiment passé la semaine à Sainte-Anne, aller fouiller pendant que tout le monde. Il y a une tradition qui semble avoir existé, moi je ne peux pas le prouver, je peux trouver le document, où on a toujours laissé à la région de Sainte-Anne la responsabilité de gérer et de s'occuper de la chapelle depuis 1837. Depuis quand on l'a permis de la construire, c'était un peu, je ne dirais pas un prix de consolation, mais et pendant tout ce temps-là, c'était tout le temps. Et il y a toujours quelqu'un, on voit, de la communauté qui s'occupe de ça, qui fait
qui prépare les repas, qui organise les pique-niques, qui s'occupe. L'un des grands champions de 1900 jusqu'à 1950 de la chapelle, c'est Dilas Cormier, célèbre Dilas. Il est menuisier, il reste pas loin de là, il se prend d'amitié avec les pères rédemptoristes et il est amèrement déçu. Lui, on me dit même qu'il a été plusieurs années, sinon qu'il n'est pas retourné à la chapelle après 1950. C'est un choc pour lui, parce que non seulement on avait enlevé le fameux comité de gestion, mais on a aussi enlevé, si vous voulez, le contrôle de ça à la communauté aux alentours. On a redonné ça au curé. Dans ce temps-là, il y avait même à peine des comités paroissiaux. C'est le curé qui calait la shot. Et c'est le curé qui calait la shot. Et c'est ça qui s'est produit. C'est ça, Dias, un patriarche du haut de la paroisse, très actif dans la gestion de la chapelle, ne s'en remettra jamais. Entre-temps, la neuvaine continue. J'ai oublié aussi de vous parler que dans les années 50, ça a repris un petit peu, à la fin des années 40, un petit peu de popularité, parce qu'on a rapporté des miracles. Le premier que j'ai trouvé, il n'y en aurait plus que deux, parce qu'il y a des ex-voto dans la chapelle, et il y a énormément, si vous voulez, de prières et d'estime qui est portée à Sainte-Anne. Il y a des gens qui croient en elle, et puis qui dévouent, qui leur donnent toute la dévotion qu'ils veulent. Le premier miracle que j'ai trouvé, puis vous allez rire parce que vous connaissez l'individu, c'est en 1918. Charles-Édouard Légère. Ça vous dit quoi, Charles-Édouard de Bertrand? Il y a les plus jeunes, et moi, là. Mais Charles-Édouard a 2 ans, puis ça fait 1 an et demi qu'il tousse, il a lasse, il ne peut pas respirer, il fait de la fièvre, il sue, il tousse, il étouffe. Et sa mère, bien sûr, c'est des lampions à la Sainte-Anne, elle l'amène à la chapelle, elle essaie par tous les moyens possibles de le guérir. Et elle fait avec lui une neuvaine à Sainte-Anne, mais pas pendant la neuvaine. Là. À la fin d'août, en 1918, elle décide de faire une neuvaine. Et tout d'un coup, l'enfant s'étouffe, puis il sort de sa bouche une espèce de lentille de caméra qui a la grosseur d'un gros bouton. Et il est guéri pour sa vie. Et elle, ben, c'est Sainte-Anne qui a réglé le problème. Un autre qui est plus popularisé, c'est celui, en 1946, de M. Lavigne de Bathurst, qui a été, bien sûr, ne peut pas marcher en chaise roulante en béquille, et quelqu'un est allé chercher sa voiture au sanctuaire, là, parce qu'il était là où on s'assit dans les bancs pendant la messe, se lève avec ses béquilles, laisse tomber ses béquilles et marche à son char. Ça fait, en fait, la manchette du journal. Ça fait la manchette du journal en 1900. Je vais trouver ça. C'était toujours de la misère à me démêler dans mes papiers, moi. Fidèle à tellement d'ordre dans les siens qu'elle me rend jaloux. Bon, où c'est que j'ai vu ça? C'est pas l'histoire des sœurs. Ici, une guérison merveilleuse à la chapelle de Sainte-Anne, où plus de 10 000 pèlerins ont pris part aux cérémonies. On est en 1947. C'est rapporté le 31 juillet 1947 dans l'Évangéline. La grand-messe de 10 heures célébrée par tout le monde. Il raconte tout ça, le curé, le père Edmond Ché, l'évêque, Monseigneur Leblanc. Dans l'après-midi, et là, quand tout d'un coup, c'est ça, ce monsieur Lavigne-là, voyons ce qui est lui là. C'est un miracle qui apporte de nouveau. Ah, voici. Sainte-Anne se devait de répondre à tant de confiance et d'amour. Il décrit tout ça. Une grande faveur accordée au cours de l'après-midi fut sa réponse toute puissante, vers 5h30. M. Martin Lavigne de Bathurst, qui n'avait pas marché depuis 11 ans, se leva soudainement dans la chapelle et gagna seul l'automobile qui s'avançait pour le ramener chez lui. Il marchait. Sainte-Anne avait guéri. Jusqu'ici, la guérison s'est avérée complète et permanente,
Gloire à la bonne Sainte-Anne. Et ça nous dit que ça fait énormément les manchettes. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu le monsieur plusieurs années après, puis qui revenaient là-bas, mais pour vous montrer la grande dévotion qu'on avait à ça. Donc, les Pères Rédemptoristes n'ont pas lâché le morceau non plus. En 1946, si on lit la correspondance des Pères Rédemptoristes avec l'évêque de Bathurst, on voit qu'ils disent, nous là, on est bien intéressés dans la chapelle, on voudrait mettre un peu plus d'effort puis d'énergie là-dedans, puis on aimerait avoir un contrôle plus complet. On aimerait avoir, comme dirait l'expression, le beurre et l'argent du beurre. On aimerait avoir tout le revenu de ça. On aimerait, et ça, je ne suis pas clair, mais ça peut donner l'impression qu'ils aimeraient aussi, parce que je vois à un moment donné dans la correspondance, on fait allusion à 66 familles, qui est probablement ce qu'il y a aux alentours de Sainte-Anne, comme s'ils voulaient s'installer là, avoir ces gens-là comme paroissiens et faire une mini-paroisse, encore une fois, dans le sanctuaire de Sainte-Anne. Et leur intention est de construire un petit séminaire sur le sanctuaire. C'est pour ça qu'il dit, regarde, donnez-nous ça, on construit un petit séminaire pour nos vocations rédemptoristes et on va s'occuper de la neuvaine, on va s'occuper de la chose et on va probablement prendre soin des paroissiens aux alentours. L'évêque résiste à tout ça. Je ne sais pas s'il est trop insistant, mais on sait que l'évêque a fait venir en 47 ou 48 les Capucins qui s'installent à Bathurst. Et en 1950, et le père Albert en parle dans ses mémoires, il dit « J'ai averti le père Bérubé, je pense qu'il s'appelle, directeur des Rédemptoristes, que c'est fini et que c'est les Capucins maintenant qui vont s'occuper de la réserve. » Ce qui, comme je l'ai dit, crée une commotion très grande à Sainte-Anne-du-Bocage. Il y a encore des gens qui ne le digèrent pas. Je vous dis, 50 ans après, ça fait dur, si vous voulez. Et ce qui m'a permis de garder un petit peu les années 50. Il y a un drôle de phénomène qui se produit à Caraquette, puis Sainte-Anne-du-Bocage tassé par sa fille Notre-Dame de l'Assomption. C'est comme ça que je dirais ça. Parce que les années 50 vont voir tranquillement la chapelle se transformer en un lieu patriotique qui laissera beaucoup plus de place à la Sainte Vierge qu'à sa mère Anne. Monument Notre-Dame de l'Assomption, le gros monument en pierre. 54, année mariage. Il y a des mariages, je pense, à sa chapelle, puis il y a un trafic du diable. Un trafic. Okay. 55, les fêtes du bicentenaire. Grand pageant, 20 000 personnes sont rassemblées à Sainte-Anne-du-Bocage le dimanche après-midi pour un grand pageant nautique. Il y a une parade de bateaux le soir. Les gens s'en rappellent encore et c'est le plus gros événement. C'est le plus gros événement qu'a connu les fêtes du bicentenaire en 1755. 1956, M. Robichaud-Edard l'annonce pendant les fêtes du bicentenaire qu'il y aura une reconnaissance de la Commission des lieux et monuments historiques pour un hommage à Alexis Landry. Une plaque va être installée sur le monument juste à l'entrée, là, en avant, en 1956. On construit les statues pour Alexis Landry, les grandes plaques, etc. Donc, il y a moins de place pour la Sainte-Anne. Je vous dirais ça, c'est que là, le 15 août rentre dans le portrait. Les 3 premiers festivals acadiens qui sont organisés essentiellement par messieurs Boudreau, Lucien et Martin Légère se passent entre ici et Sainte-Anne. Les parades se font entre ici et la Sainte-Anne. Le festival, les 2 premiers festivals, c'est un trilium, aidez-moi, un trilium 3 jours. Là. Au lieu d'être une neuvaine, là, c'est une trienne, un trilium à Notre-Dame de l'Assomption, faite le 15 août. On a depuis ce jour-là, depuis 1955, la messe du 15 août. À Caraquette, les plus vieux se rappelleront que le congé, c'était à la Sainte-Anne, le 26 juillet. Les magasins étaient fermés, tout était fermé. Et tranquillement, ça a shifté
vers le 15 août. Donc, c'est le patriotisme qui a pris le devant. Et ça, dans un livre qui est très intéressant, mais comme compliqué à lire, là, le livre de Madame... excusez-moi, j'ai ça ici à quelque part. C'est trop petit, je ne vois pas rien. Anyway, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Le culte de Sainte-Anne en Acadie » et qui explique tout ça, ce mouvement-là, parce que les élites catholiques n'aiment pas Sainte-Anne. Ils vont shifter tranquillement ça. C'est plus noble de parler de Marie, la mère du Christ, que de sa mère à elle, etc. Et on a senti ça dans les années 50. En 57, là, vous l'avez lu avant moi, là, les Sainte-Anne n'ont pas lâché encore. Ils sont enragés. Il y a plus, les rédemptoristes ne sont plus là. On a manqué l'occasion de bâtir ce Juvénat ou après-va. Et le curé Albert n'est pas apprécié de tous, je dirais, à Sainte-Anne. Il reçoit la visite, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires, de 3 paroissiens de Sainte-Anne-du-Bocage, désireux de fonder une paroisse à Sainte-Anne-du-Bocage. Selon eux, ils ont l'appui de tous les paroissiens du district, ainsi que l'évêque. Père Albert dit, j'ai été checké avec l'évêque, c'est pas vrai. Et là, le curé Albert, bien sûr, ne bronche pas et défendra l'intégrité de sa paroisse lors d'un prône devant ses paroissiens. Et ça met fin, en quelque sorte, à cette petite dispute. Je voudrais, on ne peut pas s'en aller sans parler de Sainte-Anne. C'est qu'est-ce qu'est un Sainte-Anne? Vous savez, est-ce que c'est... J'avais mis d'abord société distincte ou tête dure, mais je change ça en mettant société distincte ou population tenace. Ou quelqu'un d'autre m'a dit, la devise de Sainte-Anne, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis j'ai dit, je ne peux pas mettre ça là. Marie-toi à ta porte avec ta sorte. Mais ce qu'il y a de particulier à Sainte-Anne, il y a vraiment, moi je pense que c'est une société distincte, c'est des gens qui sont, avec un très grand sens de l'humour. Moi j'ai eu le privilège de travailler au village acadien, puis pendant 10 ans, tous les midis, on mangeait chez Michel Cormier. Si on voulait avoir des nouvelles, on allait chez Michel Cormier. Il n'y a personne de nous autres. Quand on commençait à avoir des automobiles, on allait chercher une crème glacée molle chez Michel Cormier. Il y avait quelque chose là de moderne, on dirait, et malgré la fin un peu pénible qu'a eu, je pense, les entreprises à Michel, c'était ce qu'il y avait de plus moderne dans les années 50. Il allait aux États-Unis tous les ans, s'inspirait de là, le petit gas bar, tout ce qui était ce qu'on appelle le roadside operation, le petit motel, etc., d'une propreté, d'une impeccabilité, et on allait s'asseoir dans... Il n'y a pas un jeune de Sainte-Anne qui n'a pas travaillé au garage Michel, et puis là, il y a de la philosophie qui se passait là-dedans, qui s'en était épeurant. Mais c'est un quartier de la ville qu'il faisait bon vivre, beaucoup de philosophie, beaucoup de sens de l'humour, beaucoup de plaisir et des grands travaillants également, et beaucoup d'entrepreneurs. C'est jusqu'à il n'y a pas si longtemps et encore aujourd'hui, des magasins, des menuiseries, une grande tradition de charpenterie. C'était des gens qui, c'est encore là, ils ne sont pas morts, il en reste, qui, je pense, ont contribué incroyablement à relever notre communauté. Puis ils ne vous le diront pas toujours, mais ils sont très fiers d'être des Caracatois. Référence, pour en connaître davantage, Fidel Thériault, les familles de Caracat, c'est encore la Bible. C'est pour ça que je dis qu'on est chanceux. Il n'y a pas une communauté qui a un bouquin comme ça qui vous permet dans 5 minutes d'aller voir qui est-ce que votre grand-père, puis comment est-ce que ma mère l'a marié, puis avec qui est-ce qu'ils l'ont fait, etc. D'une des paroisses les plus importantes ici. Rosemond, qui a publié un travail qui s'appelle Histoire religieuse de Caracat, mais qui est surtout sur la chapelle. Je dirais que beaucoup de références ce soir que j'ai prises viennent de là.
La Société historique Nicolas Denis publie plusieurs documents de correspondance avec le clergé missionnaire, donc des documents qui ont été trouvés par les historiens puis qui ont été placés là-dedans. Encore il n'y a pas longtemps, on a remis à jour là, la biographie du Père Paquette, biographie de Camille Albert et le mystère de Saint-Lucien-Bocage, ça a tout été publié dans les cahiers de la Société. Et Denise Lamontagne, comme je l'ai dit, le culte à Sainte-Anne en Acadie 2011, ça c'est un peu heavy, je dirais, par exemple. Elle a vraiment la trace des sociologues, essayer de nous barrer les jambes avec des mots qu'elle ne veut pas qu'on comprenne, là. Mais avec un bon dictionnaire, on est capable de clarifier tout ça. Fait, voilà mon histoire, et comme je l'ai dit, c'est pas à nous à décider de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui pourrait se passer là-dedans. Il y a une seule chose, c'est que le sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage a beaucoup d'importance pour la communauté de Caraquet, sur le plan patrimonial, sur le plan historique, mais il y a aussi beaucoup d'importance pour beaucoup de gens sur le plan religieux, et on respecte ça. Et il faut absolument qu'on trouve un moyen de concilier les deux, parce qu'il y a de la place assez pour tout le monde dans cette histoire-là. Sur ça, merci beaucoup. On va avoir des questions? Y a-t-il des questions? Oui. Le nom bocage, ça veut dire quoi? Bocage, c'est un petit boisé. C'est un bocage, c'est. Moi, dans ma vision d'un bocage, c'est comme un boisé organisé. C'est de quoi de beau, puis c'est bucolique, puis c'est un petit peu dans cette formule-là qu'on décrit très souvent l'endroit. C'est très significatif. C'est très représentatif de la région. Oui. Les cannes et les béquilles dans la... Les ex-voto, oui. C'est toutes des miracles. Écoute, c'est des gens qui... ce qu'il faut comprendre dans toute cette histoire-là, puis il faut respecter ça, qu'importe qui l'on est ou ce qu'on fait, il y a des gens qui ont la foi dans toutes sortes de choses, et Sainte-Anne est une des personnes dans la religion catholique qui a... j'ai voulu attirer beaucoup de dévotion et qui avait cette réputation-là d'être capable de guérir. Elle était thaumaturge, on l'appelle souvent comme ça. La grand-mère et la thaumaturge. Et tous les ex-voto qui sont là sont définitivement des gens qu'ils ont laissés là parce que, semble-t-il, ils n'en avaient plus besoin. Moi, je n'ai pas été là beaucoup dernièrement, mais Victorin, qui est le gardien des lieux, je t'ai vu tout à l'heure, il y a encore des ex-voto? Ils sont toujours là, hein? Je te posais la question, est-ce qu'ils s'en ajoutent? Surtout des chapelets, des gros chapelets. Oui, qui sont laissés là. Ouais. Mais tu sais, il y a énormément de dévotion, puis je dirais que probablement avec les défis que rencontre l'Église présentement, il y a beaucoup de gens qui concentrent leur dévotion, si vous voulez, ou leur foi à des choses plus ponctuelles. Et c'est pour ça que c'est encore très populaire. Hein? Léonide avait l'habitude de nous dire, qu'on appelle encore Bedeau, même s'il n'est plus là, parce qu'il ne s'en plus là. Elle est partie. Léonide a toujours l'habitude de nous dire, plus gros vendeur de lampions à l'est de Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui? Juste deux commentaires, parce que tu as parlé d'Antoine Landry. Oui? Qui était le père de mon père, Célestin Antoine. OK. Et mon père disait, lorsqu'il a construit la maison, c'était quelque chose de gros pour Sainte-Anne-du-Bocage. Mais c'est vrai que mon grand-père était à l'aise. OK. Et il est devenu aussi foreman à Boc-à-Raquette. Ça, c'est M. Alphonse Léger qui m'en a parlé. Il était responsable où on faisait l'étang autour des cannes qu'on isolait lorsqu'il y avait la canne. À l'usine à Fred de Gère, là, Ah oui. probablement. Il travaillait longtemps là. Oui. Et autre chose, et d'ailleurs la maison à mon grand-père, c'est Rosemary Magnus. La Maison Rose. Tu parlais du séminaire que les Canadiens touristes voulaient construire. Moi, je suis allé au séminaire
mais j'ai quitté parce que je trouvais que la robe était plus belle sur la femme. J'ai vu le design du Juvénal, qu'on appelait, du séminaire, parce que moi j'étais à Saint-Anne-du-Beaupré. Et lorsqu'ils ont construit à Humphrey le Juvénal, c'est ça. Celui qui devait bâtir à Saint-Anne, ils m'ont transféré de Québec à Humphrey. Parce qu'à Humphrey, ils avaient confié la paroisse au père Adamtoris. D'ailleurs, le père Silvio Dugas était curé là pendant plusieurs années à Humphrey. Mais c'était vrai que le plan du séminaire qui a été transféré après ça en un centre pour personnes âgées à Humphrey. C'était généralement la tradition, quand ces communautés-là s'installaient, il y avait besoin de revenus pour faire vivre leur communauté, puis ils demandaient la paroisse. C'était le cas avec les pères Udis ici, mais Monseigneur alors a négocié des compromis. Denis Bertrand, Bocaraquette, Saint-Simon, mais tant qu'il était vivant, il a gardé la paroisse ici. Là. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, je devais être baptisé du même nom que mon père Antoine, et c'est le beau curé en 39, Carré Antoine, qui a placé en tour. Le père Marcelio. Ouais. OK. Bon. Je me rencontre au paradis, je vais y servir une petite de courir. OK, ça va. Merci beaucoup, Bernard. Ah, j'ai eu un cadeau. C'est presque un pot de vin. Un pot de bière. C'est un pot de bière. Merci beaucoup parce que, comme on le disait tantôt, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour notre ami Bernard. Vous voyez les références qu'il y a là et il va chercher de l'aide partout. On lui est très reconnaissant qu'il nous offre gracieusement ses recherches. Je vous invite au prochain rendez-vous d'histoire. Surveillez nos invitations, soit par Facebook, le site de la ville, en tout cas les petites annonces un petit peu partout. Il y en aura un en mars. Je n'ai pas encore le sujet, j'ai rien de fixé, là, mais si vous avez des sujets qui vous intéressent, partagez-les avec moi. Ça va nous faire plaisir de trouver quelqu'un qui va venir nous amener de l'information supplémentaire sur notre patrimoine. Sur ça, je vous invite à continuer à partager dans le foyer. D'habitude, on a une petite collation. On n'en a pas ce soir, c'est des circonstances incontrôlables. C'est peut-être parce que c'est le carême qui commence, mais on n'a pas de petite collation à vous offrir. Mais je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. Et à la prochaine. Merci d'être ici. Assis. Merci. Bon, merci beaucoup.